Proliturgia, ordinatrice du temps présent. C'est une exposition sur les rites qu'engage notre technologie et la manière dont notre technologie moderne remplace peut-être, d'une certaine manière, le sacré et la religion. Proliturgia, ce sont les outils du culte. C'est plus particulièrement les outils du culte chrétien dans son ensemble. Je souhaitais conserver un peu cette dimension liée à l'outil, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est comment on articule nos modes de vie quotidiens, avec des smartphones, Internet, un réseau global qui vient rythmer nos existences. Je m'appelle Cécile Babiol, je suis une artiste qui s'intéresse au son depuis très longtemps, qui s'intéresse à l'histoire des techniques et aussi au langage. Ici, nous sommes dans la salle du parloir à l'abbaye de Maubuisson et je présente dans cette pièce deux installations. Une première dans laquelle je suis qui s'appelle Bzz, le son de l'électricité. Alors Bzz est une installation qui essaye de visualiser et entendre le son brut de l'électricité. Il se trouve que depuis qu'on est dans le monde numérique, on n'a plus vraiment d'idées claires sur ce qu'est le son. On oublie même que c'est une vibration. Et donc j'ai fait cette installation pour rendre hommage au son brut de l'électricité, au son analogique de l'électricité. Et j'ai fabriqué une sculpture sonore qui est avant tout une sculpture de câbles électriques qui montre le trajet des électrons dans les fils depuis le centre, qui est un générateur de fréquences, jusqu'au haut-parleur, en passant par un faisceau de câbles qui forme comme une espèce de voûte, un peu en écho d'ailleurs à la salle du parloir avec son grand pilier central. Ces câbles transmettent l'électricité des générateurs vers les haut-parleurs. J'ai fabriqué des générateurs très simples, un peu primitifs, avec quelques composants électroniques très bon marché. Et ces 6 générateurs fabriquent des séquences moitié rythmiques, moitié drone, on va dire, de sons vibrants qui sont répartis sur les haut-parleurs, ce qui fait qu'on est environné par des vibrations à chaque fois différentes et que j'invite le public à se promener d'un haut-parleur à l'autre et d'entendre les frottements des fréquences comme ça qui sortent des haut-parleurs qui d'ailleurs font vibrer les membranes, ce qui fait qu'on peut voir et entendre le son d'électricité. Alors la deuxième installation, Copyvat, est une installation que j'ai faite avec un autre artiste programmeur qui s'appelle Jean-Marie Boyer. Et donc Copyvat, c'est un mot dans l'argot, enfin c'est une expression dans l'argot des gens qui font de la CB, de la radio amateur ou même chez les militaires, qui veut dire « Do you copyvat ?» Ça veut dire « Est-ce que tu me reçois copyvat ?» Je te reçois 5 sur 5. C'est un chat formé de 2 stations, mais au lieu que ce soit un chat qui passe par Internet, c'est un chat qui utilise un système de FM, de radio FM. C'est basé sur le RDS, Radio Data System, qui est un système qui a été inventé dans les années 70 pour les automobilistes qui ont des autoradios, et puis pour que sur leur autoradio, y ait indiqué le nom de la station et puis le nom du morceau qu'on est en train d'écouter. Donc c'est un système qui est fait normalement pour aller de la station radio vers l'autoradio, c'est-à-dire que ça a un sens unique. Mais nous, on a détourné ce système pour en faire un chat, c'est-à-dire à double sens, c'est-à-dire qu'on peut envoyer et recevoir des 2 côtés. Donc il y a 2 stations. Chaque station émet et reçoit des messages textuels. Il y a un petit clavier sur lequel on peut taper le message, puis on voit ce qu'on a écrit sur un écran. La technique de RDS limite le nombre de caractères à 64, donc nous avons nous aussi limité les messages à 64, et les messages sont envoyés d'une station à l'autre, et quand ils sont reçus lettre après lettre, ce qui fait que pendant un moment, avant que toutes les lettres soient reçues, on ne peut pas vraiment lire le message, on est obligé de deviner les mots parce que tant que toutes les lettres ne sont pas arrivées, ça arrive dans le désordre, on ne comprend pas. Cette espèce d'imperfection signe en quelque sorte est l'indice de la technique utilisée. Donc il y a un émetteur, un récepteur, nous avons fabriqué des antennes en cuivre, des pupitres, ça fonctionne à une distance de 20 mètres environ, c'est la portée de l'onde radio. Donc c'est une installation qui est montrée pour la première fois. C'est une installation qui met en œuvre donc une conversation et elle a donc toute sa place dans le parloir qui, à l'abbaye de Maubuisson, était le seul endroit où les religieuses avaient le droit de parler. Proliturgia, ordinatrice du temps présent. Ordinatrice, pourquoi? Parce que c'est tout simplement le féminin d'ordinateur. Que ce terme, qui est au centre de nos existences, a été choisi
dans cette logique qui consiste à prioriser le masculin sur le féminin. Ordinatrice du temps présent, c'est également une petite référence à la messe du temps présent de Pierre Henry, qui est une composition qui fait partie de notre culture. Je suis Alice Gerlo-Kourouklis du collectif Yakeri. Le collectif Yakeri, c'est Anémone Wilhelm, Jimena Royo-Letellier et moi-même. Il est né pour les besoins et grâce à l'œuvre qu'on présente ici, Mur Invisible, puisque c'est une œuvre qui fait appel à différents savoir-faire, que ça passe par la création plastique, le traitement des données, la technique, la couture, la programmation en informatique et en informatique musicale. Cette œuvre, c'est Mur Invisible, c'est une installation sonore et plastique qui aborde la question des inégalités hommes-femmes et la place des femmes dans le monde. Nous sommes partis d'une intention d'abord sonore, comment traiter par le son un fait social, qui là en l'occurrence les inégalités entre les hommes et les femmes. Et après ce travail sonore, nous avons eu envie de donner une forme plastique à cette traduction sonore. Les mobiles sont inspirés de la figure mythologique de Méduse, qui incarne le pouvoir terrifiant du féminin. Méduse qui pétrifie celui ou celle qui la regarde, de la même manière que là, les données vont figer le son, ainsi que se fixer sur ces mobiles. Ce sont des interprétations libres, évidemment, de cette figure mythologique, mais ça nous permet de confronter les stéréotypes et les mythologies qu'il y a autour des femmes avec la réalité qui sont incarnées par les données. Et par là même de signifier quelles peuvent être les conséquences de ces stéréotypes et de ces mythologies autour des femmes. Une réalité sociale discriminante. Ces données, on les a choisies minutieusement. On est allé les chercher dans des sites qui les mettent à disposition. Ce sont des données en accès libre que l'on trouve par exemple sur le site l'INED, l'Institut national d'études démographiques, sur le site des différents ministères, ministère du Travail, de l'Éducation, le secrétariat qui s'occupe de l'égalité entre hommes et femmes. Et nous avons ensuite choisi, reformulé, traité et fait agir ces données sur le son. Nous avons donc 3 tableaux. Le premier est le tableau disparition. Le son disparaît et perd de sa consistance à la mesure de l'invisibilité des femmes et de la non-représentation des femmes en politique et dans le domaine de l'art et de la culture. Le deuxième tableau, écart, parle des discriminations en termes de salaire, des écarts de salaire et de la répartition hommes-femmes dans les catégories socioprofessionnelles. Et là, le son est dégradé, distordu à la mesure de ces inégalités. Et le troisième tableau s'intéresse à la violence et revêt une forme assez uniforme, en tout cas en termes de son, puisque les données sur les violences sont toujours un peu les mêmes. Les femmes sont à 95% ou 100% victimes, ou 0 ou 5% autrices de violence, d'où le fait que le son ne varie assez peu dans ce tableau. L'évolution de l'œuvre, elle est assez importante puisque là nous présentons une version finale après l'avoir présentée en différents endroits. On avait d'abord peut-être une façon moins tranchée de travailler sur le son et puis on a décidé de mettre un petit peu plus en valeur la réalité que le son est censé exprimer pour être un peu plus raccord avec ce que les gens vont lire. L'évolution a été très très longue, on a adapté au fur et à mesure nos outils. Jimena a créé au fur et à mesure des logiciels informatiques pour pouvoir répondre à nos besoins. Plus on définissait nos besoins en fonction de ce qu'on voulait, plus on a été obligé de s'adapter, de créer des nouvelles formes, de créer des nouveaux logiciels pour arriver à cette forme finale que l'on présente aujourd'hui. Nous avons installé nos murs invisibles dans le passage au champ, si bien que le public va traverser l'installation pour poursuivre son exposition. Toute la sobriété et nos choix plastiques de notre installation résonnent pour nous très fort avec cette abbaye qui était une abbaye de femmes, une abbaye cistercienne dont on sent encore l'extrême épure et l'extrême sobriété. J'ai proposé à Julien Taïb de faire une création in situ dans l'abbaye et d'utiliser le patrimoine disponible à travers les vitraux notamment pour faire une installation lumineuse. Et il m'a donc proposé d'investir la salle des religieuses qui a cette dimension, cette grande taille et qui a aussi beaucoup d'ouverture et qui permet de jouer sur le dispositif.
Le dispositif, il est assez simple, c'est 6 vidéoprojecteurs qui vont projeter de la lumière au sol. Ce qui m'a intéressé, c'était de proposer la course du soleil dans cet espace, de l'interroger, de la remettre en question et en perspective, en jouant sur des nuances, des couleurs qui peuvent apparaître quand la lumière elle est filtrée par la météorologie, quand elle est chaude ou quand elle est froide. Donc on va rentrer dans cet espace de la salle des religieuses refroidi par des filtres bleutés qui va en donner une teinte un peu vidéo, un petit peu aussi artificielle et froide, qui va permettre d'accueillir tout un dispositif lumineux qui va nous promener comme ça, sur lequel on peut marcher, dans lequel on peut déambuler et contempler la lumière projetée du soleil, filtrée par les vitraux, qui évolue avec une temporalité retravaillée qui interroge notre rapport au temps, notre rapport aux technologies, aux outils qui nous connectent les uns aux autres dans une accélération. Et donc là, on est dans une interrogation de ce rapport à la nature, de ce rapport à la lumière, et où donc les questions d'accélération sont présentes, les questions de ce grain, cette matière, de la lumière qui nous environne, qui n'est pas toujours naturelle, qui est très, très artificialisée dans notre quotidien. Le quotidien de cette salle des religieuses à l'époque des Moniales était soumis à des prières, des travaux, et tout ça en respectant la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire le silence, toute la journée. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce titre, Silence, pour avoir le temps, la disponibilité de la contemplation et de la méditation. Et donc ici, on a la lumière naturelle, la lumière artificielle, qui jouent en concurrence et qui vont dialoguer. C'est une œuvre de lumière naturelle et artificielle qui interroge nos biorhythmes. Fondée au XIIIe siècle par Blanche de Castille, cette abbaye a été occupée pendant près de 500 ans par des abbesses, des femmes. Et il s'agissait pour nous de créer une résonance avec ce passé, d'établir un lien entre passé, présent et peut-être en se posant quelques questions sur nos futurs. La pièce que je présente ici, je l'ai faite pour une exposition dans le cadre de l'Art dans les chapelles, qui avait lieu en Bretagne, où c'est chaque artiste qui investit une chapelle. La mienne était au cœur d'une forêt. Elle avait la particularité d'être du XVIIe siècle, avec un plafond peint qui représentait un ciel. Ça m'a donné envie de recréer une forêt en intérieur. Donc je me suis penchée un petit peu sur les premiers végétaux qui ont peuplé la terre. Donc on a commencé un peu par les algues qui sont sorties de l'eau, qui ont donné les lichens. Et ensuite ça a été des fougères arborescentes, des prêles, comme on va retrouver ici. Donc en fait j'ai recréé une forêt qu'on appelle panchronique. Ça veut dire qu'en fait c'est des fossiles vivants. On a des traces de ces plantes fossilisées. Là, on est à peu près il y a 300 millions d'années dans le Carbonifère. Donc voilà, je me suis intéressée à recréer une sorte de forêt des origines avec les spécimens qu'on a aujourd'hui, qui ont évolué, mais plutôt juste en termes de dimension. Ensuite, il y a un environnement sonore qui baigne l'ensemble. Pour moi, c'est vraiment une libre interprétation de ce qu'on pourrait entendre à cette période-là. Il commençait à y avoir quelques insectes, notamment des libellules géantes. On a également retrouvé des fossiles de criquets ou de grillons. Les fossiles de grillons qu'on a retrouvés avaient les élytres, ce qui leur permet d'émettre le son, qui était extrêmement bien dessiné dans le fossile. Et donc ça pouvait nous donner l'information qu'en fait les sons qu'on entend aujourd'hui étaient quasiment les mêmes qu'on pouvait entendre à l'époque. Finalement, c'est les seuls sons où, bon, forcément dans Jurassic Park on entend des dinosaures, mais on n'a aucune idée des bruits qu'ils généraient.
En revanche, au niveau des insectes, on sait très précisément les sons qu'on peut entendre. Dans l'environnement sonore qui est diffusé, on a beaucoup d'insectes. On a des sons d'animaux que j'ai un petit peu transformés en les étirant, en les modulant par le biais informatique. Donc en fait, j'ai vraiment essayé de recomposer un environnement plausible, mais qui est complètement, voilà, c'est une libre interprétation, qui se déroule un petit peu dans le temps, puisqu'on va passer du matin au soir, en passant aussi par des moments de calme ou de vent, de pluie. Enfin voilà, il y a plusieurs. C'est un peu jouer avec le côté temps, weather, et temps, time. Cette pièce s'appelle La fontaine hépatique. C'est parce que je me suis inspirée des premières algues qu'on a retrouvées de symbiose entre une algue et une mousse. Communément, on appelle ça l'hépatique des fontaines. On en a quelques-unes par-ci par-là, mais il faut les reconnaître. C'est toute petite lichen très, très humide. Ce lichen est voilà, une traces les plus anciennes. Bon, je travaille beaucoup avec des éléments naturels, que ce soit le minéral, le végétal, beaucoup l'aquatique aussi. J'ai une façon de m'y intéresser, pas scientifique, mais effectivement, généralement, je vais aller chercher assez loin pour comprendre comment ces choses sont arrivées là, d'où elles viennent, pourquoi. Il y a évidemment une conscience écologique que je ne vais pas forcément développer là, mais qui se cherche un petit peu à travers mon travail sans que ça soit clairement énoncé, puisque pour moi, c'est plus l'important, c'est plus d'avoir un discours poétique, même si, voilà, ça va faire appel à la conscience des spectateurs d'une manière ou d'une autre, j'espère. Ce que vous retrouverez à travers Ordinatrice du temps présent, Proliturgia, ça sera un rapport assumé, parfois plus subtil, plus caché à la technologie, aux technologies. Ça peut relever de la fascination, ça relèvera parfois du questionnement. Certaines œuvres témoignent d'une relation complexe, antagoniste peut-être, à la technologie. Voilà. Certaines assument, sont peut-être plus proches d'une forme de technophilie. D'autres œuvres sont peut-être un petit peu plus radicales. Il y a une multitude de sens, peut-être, à travers cette exposition. Proliturgia, Ordinatrice du temps présent, c'est un parcours. Dans ce parcours, on va commencer par peut-être le fantasme, ou on va dire la peur du grand emplacement, c'est-à-dire ce principe que le robot pourrait nous enlever ce qu'on estime, nous humains, comme relevant de notre privilège. Par exemple, donc, confiez-leur vos désirs de Laura Hay, un robot qui va faire un canard en sucre, un geste futile et ô combien nécessaire dans sa futilité. Il va y avoir également Bzz, le son de l'électricité de Cécile Babiol, donc c'est-à-dire un rapport expérimental à l'électricité, mère de toutes les technologies. Copydat, qui est un système de communication qu'on pourrait qualifier de maison, qui permet un petit peu de recontextualiser l'importance maintenant de l'écrit sous une forme courte, le SMS, la messagerie instantanée, et de déconstruire ce principe d'instantané dans l'endroit où c'est montré. Nous avons également Iakeri pour Murs invisibles, un tableau triptyque sur les inégalités hommes-femmes. Nous avons également Silence de Marie-Julie Bourgeois, ce principe de fiction solaire, de pouvoir recréer une course fictionnelle d'un soleil imaginaire. Deep Field de Félicie d'Étienne d'Orve, on revient vraiment au feu prométhéen qui, à la lueur ténue d'une bougie, nous montrera plus de 3000 étoiles. Nous avons également Fontaine hépatique, où nous nous trouvons actuellement, ce petit coin de nature de Cécile Beau. On revient en des temps vierges, bien avant l'homme. C'est ce principe de réensauvagement, où quelque part la nature prend d'assaut l'abbaye. L'invitation que vous assure Proliturgia, Ordinatrice du temps présent, c'est de revenir dans un lieu quasi millénaire et de pouvoir, à un moment où nous sommes quasiment tous dépendants de nos technologies, notamment des petits smartphones qui sont dans nos poches, d'une notion
du temps qui nous contraint absolument tous. Voilà, l'idée c'est de se poser, c'est non pas peut-être d'engager une retraite numérique, mais pièce par pièce. J'entends la succession des pièces dans l'abbaye et la succession des œuvres des artistes. Porter peut-être une réflexion et un petit temps de recul sur notre rapport, je dirais, au temps et aux technologies. C'est un petit peu ces visions personnelles d'artistes que je souhaitais peut-être mettre en exergue